Ah, c'est parti. Notre webinaire a commencé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Examen admission suivi des étudiants. Quelles innovations digitales adopter? Alors, nous aborderons toutes ces questions clés de la transformation numérique digitale des établissements grâce aux nouvelles technologies, évidemment, puisque cette transformation se fait avec des nouveaux outils, des nouvelles plateformes, des nouvelles solutions. Alors, justement, quelles solutions d'hébergement privilégiées pour accompagner ces solutions, ces évolutions? Vous allez pouvoir découvrir quelques bonnes pratiques, quelques conseils, quelques garde-fous, quelques précautions et sans doute se faire une idée de ce que sera notre paysage demain pour les examens, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur. Alors, nos invités aujourd'hui, Céline Joiron, vous êtes de l'Université de Picardie, enseignante-chercheuse, maître de conférence en informatique. Bonjour Céline et bienvenue. Ça marche? Bonjour, oui. Julie Pierru, directrice de l'ingénierie de l'offre chez Galileo Global Éducation France, certification, data, suivi, observatoire des métiers. Ça, c'est le spectre de toutes vos missions chez Galileo. Bienvenue. Merci et bonjour à tous. Inès, voilà, j'avais répété avant. Inès Jaza Erli, fondatrice DigiSchool, c'est ça? Bienvenue à vous, Inès. Merci. Alors, beaucoup de formations autour de la bureautique dans votre école. Et Marc Alperovitch, CEO et fondeur de TOSA Isograd Testing Services. Isograd, qui est partenaire de Campus Matin, pour ce webinaire, évidemment, qui nous permet d'aller sur des thématiques tech, souvent, mais qui permet de voir, de dessiner les contours de ce que sera notre enseignement supérieur, notre éducation demain. Alors, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de standard, il n'y a pas de chemin tout tracé, mais en tout cas, ici, aujourd'hui, nous vous proposons quelques tips pour essayer d'y voir plus clair. Marc, justement, quand on parle d'y voir plus clair, on se retourne naturellement vers vous. Digitalisation. Bonjour. Alors, notre propos, on va parler des examens, comme vous le savez. D'abord, pourquoi faire cette digitalisation? Alors, quand je pose la question, j'ai un peu la partie de la réponse, mais je vous pose la question quand même, parce que sur la table, ce qu'il y a derrière, c'est la surveillance, l'IA, l'usage de l'IA, les plagiats, la neutralité de la notation, des enjeux éthiques, enfin bref. Dès qu'on ouvre, soulève le couvercle, il y a plein de problématiques. Alors, faites-nous un peu un point sur ce sujet avant qu'on entame nos débats. Alors, merci Gilbert. Alors, pourquoi déjà je suis en position de vous parler de ça? Parce que, la plupart des gens autour de cette table connaissent probablement Isograd plus pour le TOSA, cette certification que vous faites peut-être passer dans vos établissements, qui délivre un score sur 1000 pour mesurer des compétences en bureautique ou en langage de programmation ou en PAO. Et alors pourquoi on vient vous parler, d'examen? Eh bien parce que, Isograd existe depuis 15 ans et que, depuis, maintenant presque 1 an, on a réalisé qu'on avait développé une plateforme, qui faisait passer des examens toute la journée, c'est notre métier, et qu'on pouvait peut-être maintenant la transformer, pour qu'elle puisse héberger, les examens, d'autres, établissements, d'autres organisations, que ce soit des entreprises, des établissements d'enseignement supérieur, des organismes de formation et de la fournir de façon complètement autonome pour héberger des examens d'entrée et puis des examens tout au long du cursus. Et c'est cette offre Isograd Testing Services qui nous a permis de découvrir peu à peu ce marché. Alors d'abord, la première constatation, c'est que c'est un marché, très actif. Je pense qu'énormément, d'établissements d'enseignement supérieur se questionnent aujourd'hui sur leur processus d'admission, sur les examens qu'ils font passer. Il y en a qui sont déjà digitalisés, d'autres qui ne le sont pas encore. Et puis l'arrivée de l'IA, a aussi quand même grandement chamboulé, heu, le comment est-ce qu'on fait passer un examen? Est-ce qu'on laisse l'IA? Est-ce qu'on laisse pas l'IA? Comment est-ce qu'on corrige un examen? Est-ce qu'on utilise de l'IA? Est-ce qu'on n'utilise pas d'IA? Donc si on veut placer, 4 sujets. D'abord, quand est-ce qu'on digitalise un examen? Eh bien, alors là, c'est aussi bien aujourd'hui pour le cursus d'admission que, pour le contrôle une fois que les élèves font partie de l'établissement. Là, je crois qu'on a vraiment, 2 temps, mais un seul outil, pour répondre à ces 2 questions. Le premier enjeu, c'est quand même la surveillance. C'est-à-dire que qui dit examen, avec enjeu dit, possibilité de triche. Donc la première question, c'est comment on surveille? Est-ce qu'on fait venir les étudiants, dans une salle et puis on met quelqu'un derrière eux? Est-ce qu'on les laisse chez eux avec une vidéo et puis on enregistre leur écran?
Si on fait ça, qui est-ce qui contrôle? Est-ce que c'est l'école? Est-ce que c'est une société tierce? Est-ce que c'est une intelligence artificielle? Est-ce qu'on a le droit de le laisser intégralement faire une intelligence artificielle? Là, il y a des questions. Mmh. La deuxième question, c'est celle de qu'est-ce qu'on peut poser comme question quand on a un examen digitalisé? Et là, la réponse, on verra, c'est aujourd'hui les progrès de la technique font qu'on peut poser des questions de plus en plus variées, que ce soit des exercices pratiques, des questions ouvertes ou bien sûr des activités plus traditionnelles comme des QCM, des formules de maths aussi. La troisième question, c'est comment on note? Est-ce qu'on fait noter, toujours par des humains? Est-ce qu'on fait noter, par des IA? Est-ce qu'on a le droit de faire noter par des IA? Ou est-ce que l'IA devient une aide, pour la notation qui va conseiller l'humain? C'est peut-être aussi une piste. Et puis la dernière, c'est comment on conçoit les examens. Est-ce qu'on se sert de l'IA pour concevoir de l'examen ou pas? Est-ce Ah que ça oui. a un sens? Est-ce que ça va pas faire des est-ce que ça va faire des examens pertinents? Et puis je rajouterai une dernière chose, c'est le plagiat, le plagiarisme qui est pas tout à fait notre sujet parce que, nous, notre vue chez Isograd, c'est que le contrôle du plagiarisme, c'est un métier. Donc une plateforme, qui fait, de l'évaluation doit intégrer un contrôle du plagiarisme sur les questions ouvertes, mais que finalement, il y a des gens qui sont tellement spécialisés là-dedans que c'est surtout une interfaçage entre l'outil d'évaluation et un spécialiste du plagiarisme. Et Marc, on J'espère que j'ai précise pas avant trop d'aller. parlé, mais Non, mais voilà non, mais Marc, les enjeux. Un mot quand même, et vous rappellerez, je suis sûr qu'on le rappellera, l'homme reste, et la femme, bien sûr, et l'enseignant reste au cœur du dispositif. Ah bah, j'espère que je l'ai dit. J'ai dit que c'était pas forcément une bonne idée de faire des examens par des IA, que c'était pas forcément une bonne idée de les faire de surveiller les examens uniquement par des IA et que c'était pas forcément une bonne idée de corriger intégralement avec des IA. Donc oui, en tout cas, Il faut c'est que notre reste. conviction, nous, chez Isograd, tout ça, ça reste des aides et en plus, il y a des enjeux légaux, juridiques qui font qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, au-delà des d'enjeux éthiques. Bon, Céline, vous êtes d'accord avec cette approche, hein, on a des outils. Alors, pourquoi je vous ai demandé aussi d'intervenir juste après? Parce que je voulais que vous nous parliez de vos travaux de recherche. Hein, vous avez investigué pas mal, hein, la problématique de l'évaluation et c'est peut-être intéressant de nous faire un petit, comme Marc, un peu un point sur ce sujet. Donc oui, en tout cas, le domaine de recherche, dans lequel, j'émarge, comme on dit, ça s'appelle les environnements informatiques pour l'apprentissage humain et c'est un domaine qui vise, au sens large à travailler sur tout ce qui concerne, l'informatique au service de la pédagogie, du pédagogue, des étudiants, des apprenants et ça date, des années 50-60, avec l'origine, c'était l'enseignement assisté par ordinateur et puis tout un tas de technologies qui ont fait évoluer, ce domaine de recherche. Donc c'est un domaine de recherche déjà qui est pluridisciplinaire. On ne travaille pas qu'entre informaticiens, on va travailler avec des psychologues, avec des sciences de l'éducation, avec, des personnes spécialistes de la communication, spécialistes des interfaces, spécialistes de l'ergonomie et on va se poser, un certain nombre de questions, savoir en quoi le numérique va être un apport pour, les tâches d'apprentissage et en particulier, la question de l'évaluation va être, un élément central puisque, l'évaluation fait partie de l'alignement pédagogique de toute organisation d'une formation, d'un apprentissage en général et elle va aussi déterminer, comment les étudiants, les apprenants vont mettre en place des stratégies d'apprentissage. On a quand même, besoin, la plupart du temps, de savoir comment on va être évalué pour développer des bonnes façons d'organiser son apprentissage. Et donc dans ce domaine-là, moi je travaille, principalement sur, l'évaluation des apprentissages et notamment sur la génération, d'items d'évaluation, en prenant en compte un certain nombre, de critères, en prenant en compte un certain nombre de paramètres de manière à essayer de répondre à des problématiques, soit d'équité, soit de niveau de difficulté, soit de différenciation entre les évaluations proposées, tout en garantissant ce que j'ai dit préalablement, une certaine équité. Et c'est des problèmes qui sont pas aussi simples que ça à résoudre en matière d'informatique et qui mobilisent beaucoup d'intelligence artificielle. Ou en tout cas, on peut mobiliser l'intelligence artificielle pour tenter d'y répondre.
Plus largement, dans mon domaine d'évaluation, ce sur quoi vont travailler les chercheurs pour répondre à des problématiques d'évaluation qui seraient digitalisées, ça va être des travaux autour de la modélisation, donc modéliser les apprenants, modéliser la pédagogie, enfin la manière dont on va modéliser l'évaluation elle-même dans le système, quels critères elle va prendre en compte. Modéliser aussi parfois les domaines d'apprentissage. On va se retrouver à représenter toutes les connaissances d'un domaine pour pouvoir proposer et générer des questions qui vont s'appuyer sur ces modélisations du domaine. Donc, par exemple, on peut modéliser, je ne sais pas moi, tous les concepts de la cardiologie et pour pouvoir proposer des questions et des items issus du domaine de la cardiologie. On va utiliser aussi beaucoup l'analyse des traces pédagogiques. Donc, en gros, soit les résultats d'évaluation qu'ont pu réaliser les apprenants sur des plateformes numériques. Et donc, en utilisant toutes ces traces et en les analysant par différents types d'approches, notamment du machine learning, on peut aussi aider notamment à prédire la réussite des étudiants, à détecter les échecs, à pouvoir aussi générer ou essayer de déterminer en quoi des items vont être perçus difficiles ou faciles par des profils d'apprenants qu'on aura aussi modélisés. On peut déterminer aussi ces profils d'apprenants par analyse de leur activité sur les plateformes d'enseignement à distance. On peut trouver les personnes qui ont tendance à décrocher, qui ont tendance à réussir, pour simplifier un petit peu. Et puis, on va avoir aussi des travaux de recherche sur l'explicabilité. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise une IA qui va nous donner une réponse, qui va nous dire, voilà, pour ce problème-là, je propose telle solution. Donc, ça peut être, je propose tel type d'examen ou je propose tel type de décision sur la note d'un élève. Est-ce qu'on est capable d'expliquer cette décision ? Est-ce qu'on est capable de comprendre ce qui a mené l'IA à apporter cette décision ? Donc voilà un petit peu, c'est pas tout ce que je fais, mais c'est ce sur quoi je peux lire. On commence à avoir des réponses surtout. On a des réponses parce que c'est aussi ça qui est important, parce qu'il ne faut pas laisser la main à l'IA ni à la machine en fait. C'est ça. Julie Pierru, alors d'abord, qu'est-ce que ça réveille chez vous, tout ce qui a été dit? Et puis, moi, j'aimerais aussi avoir cette idée que, évidemment, c'est un outil. Et puis, vous parliez d'efficience opérationnelle quand on a recours à ces outils. Ça veut dire qu'en fait, ça fait gagner du temps aussi. Ah, votre micro est éteint. Désolée, les aléas du direct. Je disais exactement, quand on parle de l'intégration de l'IA, souvent, ce qu'il faut identifier, c'est quelles sont les raisons pour lesquelles on y va pas. C'est comme pour tout projet. Il y a 3 principales raisons, même si on pourrait en citer plein. Il y a la question notamment sur laquelle vous m'engagez, l'efficience opérationnelle, de dire comment on peut optimiser les processus, comment on peut réduire les coûts sur des tâches très administratives et redondantes pour libérer du temps aux équipes pédagogiques, scolarité, etc., pour se concentrer sur la valeur ajoutée humaine, finalement, et ce qui fait leur cœur de métier. Il y a la seconde raison, c'est comment on améliore l'expérience apprenant. Ce qu'on entend beaucoup des nouvelles générations, c'est aussi la volonté d'avoir des parcours qui sont plus fluides, plus individualisés, où ils sont davantage pris en compte dans toutes leurs spécificités. Donc, comment on peut réfléchir à cet engagement au prisme de l'expérience apprenant pour se mettre en phase avec les usages numériques du quotidien. Et enfin, la troisième grande raison pour moi, c'est l'ajustement à la réalité professionnelle, c'est-à-dire comment on garantit que dans l'évaluation, mais aussi dans les processus d'admission, dans les cours et les compétences qu'on les aide à acquérir, qu'elles reflètent réellement les compétences du marché de l'emploi dans des conditions qui soient les plus proches de leurs conditions réelles. Mmh. Vous en êtes où de l'usage de l'automatisation des examens dans un grand groupe comme le vôtre, hein, parce que ce n'est pas français que Français Galileo, c'est aussi dans le monde. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs initiatives qui ont été lancées. Des initiatives à la fois sur la partie évaluation à visée pédagogique,
que des évaluations à visée certifiante, des initiatives pour certaines qui ont été stoppées puisqu'on considérait que les résultats n'étaient pas aussi satisfaisants qu'on l'espérait sur des POC. La plupart de ces initiatives-là, elles tournent autour beaucoup de la scénarisation et des business challenges, de réfléchir sur comment, quand des compétences sont bien identifiées, les critères d'évaluation, on peut élaborer des scénarios différents pour correspondre à chaque étudiant, mais tout en garantissant un niveau d'évaluation équivalent. Et donc voilà, et donc forcément, dès lors qu'on lance ce type de scénario, on a derrière une partie de l'évaluation qui peut se faire de façon industrielle, tandis qu'une partie de l'évaluation nécessite de toute façon de la coordination et de l'évaluation humaine. Après, il va y avoir plutôt sur les processus, là où on est à mon avis le plus avancé, c'est sur les questions des processus mis en œuvre. Nous, on appelle ça des macro-processus en interne, mais de dire comment sur l'admission, comment même moi sur la partie certification, etc., quelles sont les tâches finalement à très faible valeur ajoutée sur lesquelles l'intelligence artificielle est meilleure que nous et peut en tout cas éviter les erreurs de saisie, les doublons, les mauvais copier-coller, etc., et sert à accélérer la mise en œuvre de certaines de nos activités. D'accord. Dernière question, pardonnez-moi, Julie. Quels sont les examens qui sont automatisés chez vous? Tous ou les partiels, c'est dans la séquence d'évaluation dans les écoles, ou ça dépend vraiment c'est à la main de chaque formation? Ça dépend vraiment des écoles. Je dirais c'est à la fois à la main de chaque formation. Chaque directeur pédagogique peut avoir et lancer des initiatives, mais ça va aussi beaucoup dépendre de la nature des évaluations et de l'école. Nous, pour vous dire un peu, par exemple, on a une école spécialisée plutôt dans la formation continue qui s'appelle ACIFEP dans les Hauts-de-France. Et eux, une partie de leur activité, c'est le bâtiment, le transport. Et dans le transport, les permis type CACES, permis B, permis poids lourd, etc. Et donc là, c'est pas sur l'évaluation, mais par contre sur tout le processus de formation. Ils vont avoir des cours dans des simulateurs de conduite qui vont les noter et leur permettre de s'auto-positionner dans leur montée en compétences tout au long de leur formation. Alors que l'évaluation, par contre, va se faire avec un évaluateur confirmé et externe. Donc ça va être une partie. Et sur des écoles d'art, par exemple, on va plutôt juger sur le livrable, là où sur des écoles de commerce, par exemple, on peut parfois industrialiser par scénario, qui ressemble plus à une réalité dans les processus de recrutement, par exemple. Oui, c'est vrai. Tout n'est pas automatisable. Hein. C'est vrai, quand on fait une école d'art. Je crois que Strat College est dans votre giron, c'est l'école de design qui est assez réputée d'ailleurs. Et c'est vrai que les projets, eux, ils ne peuvent pas évoluer qu'avec l'IA. Hein. À qui je n'ai pas Inès, je ne vous ai pas passé à la parole. Alors, l'IA aussi, c'est quelque chose parce que dans votre… en deux mots, rappelez-nous ce qu'est DigiSchool. DigiSchool. Alors, DigiSchool, on a deux services. La première partie, c'est un organisme de formation où on a une forte spécialisation en bureautique. Donc, je vais rebondir sur ce que Marc disait. Voilà. Et une deuxième, c'est une plateforme qui trouve des intervenants pour les établissements supérieurs. Voilà. Alors, sur la partie évaluation, évidemment, on vous interrogera plus là-dessus. Quoi qu'il faut évaluer les enseignants aussi, hein, parfois, et les intervenants extérieurs. Alors, vous utilisez beaucoup l'évaluation automatisée et vous parliez même d'égalité des chances, hein, une équité de traitement quand on utilise les outils. Tout à fait, tout à fait. Alors, du coup, je vais structurer plutôt ma réponse en 3 points. Donc, la première, je vais vraiment accentuer sur la partie bureautique. Donc, nous, on a, donc, même moi, à titre personnel, j'ai pu intervenir dans différents masters pour enseigner un cours de data analyse. Et en fait, la méthode d'évaluation, on l'a faite, là, ces 2 dernières années, un peu en 2 temps. Donc, une première partie vraiment traditionnelle sur un fichier Excel et la certification TOSA. Et on s'est quand même rendu compte que la certification TOSA, d'une manière assez fiable, arrivait à retracer la progression des étudiants
Donc, on a beaucoup utilisé cette partie-là. C'était aussi un vrai soulagement pour moi en tant que formatrice, dans le sens où l'évaluation en fait de l'étudiant, elle est assurée de manière assez fiable, mais tout en libérant en fait le temps de correction de l'intervenant. Donc, il y a ce premier axe. Le deuxième axe, on encadre aussi plusieurs étudiants, notamment dans le cadre de l'alternance. Donc, plutôt tuteur école, où on va aller donc rendre visite à l'entreprise pour voir si tout se passe bien, etc. Et donc, à la fin de l'année, on doit corriger des rapports d'alternance, des rapports de fin d'études. Et là, il faut savoir que certaines écoles nous ont demandé d'utiliser un logiciel qui s'appelle Compilatio et qui a pour but de détecter l'IA. Et la dernière partie, l'égalité des chances, c'est plutôt dans le sens, parce que je suis jury à titre personnel pour des concours d'admission aux grandes écoles. Et c'est vrai que dans la préparation de différents concours, je pense que l'IA, elle aide beaucoup certains étudiants à justement structurer leur discours, mieux se préparer. Et donc, c'est dans ce sens-là que j'ai évoqué l'égalité des chances. L'équité des chances, même d'ailleurs. C'était ça. Bon, Marc, il y a des avantages en fait à se servir de ces nouveaux outils. C'est ça un peu Alors, j'imagine que tout n'est pas aussi rose et que tout n'est pas aussi simple, surtout, pardonnez-moi. Mais c'est vrai que c'est un chemin que les établissements prennent, en tout cas. Alors, ils le prennent. Il faut quand même se rappeler qu'à la fin, il y a un étudiant et qu'il y a une question d'adoption et d'acceptation par les étudiants. Et ça va dépendre des matières, ça va dépendre des domaines, ça va dépendre de la qualité de l'examen. Mais je dirais, quand on met en place un système d'évaluation numérique, il faut quand même bien faire attention au déploiement et au feedback des étudiants, voir ce qui nous est dit. Aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que la plupart des établissements d'enseignement supérieur, ils ont un LMS. Ça va être une base Moodle, une base Blackboard, une base ce qu'on veut, il est là. Donc la première question qui se pose, or ces outils-là, ils ont des fonctionnalités de quiz, d'examen sur Moodle, on peut faire des quiz. Alors, une question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on a besoin d'aller un pas plus loin, c'est-à-dire d'avoir un outil spécialisé pour faire les examens? Alors, je vais plaider par ma paroisse, mais je crois que les écoles en ont pris conscience aussi. Faire un LMS et faire un outil d'évaluation, ce n'est pas la même chose. Parce que justement, à cause de tout ce qu'on a dit, il faut être capable de surveiller. Quand on fait du LMS, on n'a pas vraiment à surveiller, ce n'est pas le même métier. Il faut être capable de détecter l'IA et le plagiarisme. Là aussi, c'est un métier particulier. Nous, chez Isograd, c'est quelque chose qu'on externalise. On estime qu'il y a des sociétés complètement spécialisées. Et donc, quand vous faites un outil d'évaluation, il doit s'interfacer avec quelqu'un dont c'est le métier. Il doit fournir une brique surveillance. Et puis, il y a ce que vous disiez, il doit intégrer l'IA de façon intelligente et ça ne marche pas pour tout. Ça ne marche pas pour tout. Je crois qu'on l'a dit avant. Donc, que dans un établissement, il y ait un outil d'évaluation dédié, moi, ça me paraît être un impératif. Savoir ce que ça peut faire et ce que ça ne peut pas faire, c'est quelque chose et ce qui va être accepté par l'étudiant et ce qui ne va pas être accepté par l'étudiant, c'est encore des questions qui sont avec des réponses au cas par cas. Céline, il faut se poser. Oui, bien sûr. Il y a l'acceptation. Et puis, parce qu'on parle d'école, mais quand on est à l'université, on passe à l'échelle tout de suite. C'est vrai que la massification, elle impose une massification des usages et des outils qui sont mis à disposition. Est-ce que c'est un frein, ça? La massification en particulier? Non. Est-ce que le fait que quand on fait à l'université, on ne va pas le faire pour 12 élèves. Il y a plusieurs, dizaines de… Donc, c'est aussi une vraie question. Dans une grande école, même la plus grande des grandes écoles, elle aura toujours moins d'étudiants que la plus petite des universités. Donc, c'est une question qui pose question, enfin, justement, dans les grandes universités françaises. Il est clair que dès lors qu'on va vouloir mettre en place des outils, pour une université comme la mienne, c'est entre 30 et 32 000 étudiants. Donc forcément, on va forcément se poser la question du passage à l'échelle, de
la robustesse aussi de ce passage à l'échelle. Et puis aussi, généralement, lorsqu'on va souhaiter contractualiser avec des sous-traitants, des partenaires pour pouvoir exercer certaines parties de la pédagogie, toutes les contractualisations se font généralement sur des contrats au nombre d'étudiants. Donc, ça fait forcément chez nous fois 30 000 et on n'est pas les plus grandes universités. Et vous avez dit que vous avez mis en place des centres d'évaluation connectés. Ouais. Alors, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place pour répondre justement à la question de la surveillance, puisqu'on a quand même des promotions qui aujourd'hui font quand même pas mal de questions à choix multiples et qui encore aujourd'hui passent beaucoup par le papier, même s'il y a une partie numérique pour la correction et puis pour la génération des grilles. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des centres d'évaluation connectés dans l'établissement qui nous permettent de faire passer des évaluations numériques, mais en présentiel, avec une surveillance d'enseignants. Alors, on le fait déjà pour la médecine dans beaucoup de nos filières de médecine avec des tablettes, mais l'idée, c'est d'ouvrir ça à d'autres filières et d'avoir ce service à disposition. Oui. Avec pour le moment un serveur d'examen dédié aussi qui permet de ne pas alourdir le serveur de production sur lequel il y a tous les cours et toutes les autres. Voilà. Parce que et les supports, parce qu'il y a les supports voilà, c'est aussi. ça, exactement. Et puis bon, il y a la RH, la finance, la relation avec les... Mais c'est avoir des choses qui sont flexibles, qu'on peut déployer dès lors qu'on le souhaite. Ça a déjà été mis en place à l'Université de Nice et on s'inspire beaucoup de leur modèle pour réaliser ça, pour nous faire passer des certifications également. Oui, c'est bien sûr. Julie, je disais université, mais si on met toutes les écoles bout à bout chez Galileo, ça représente une grosse université. Donc en France, en tout cas, et au niveau mondial, c'est encore plus. Comment dirais-je, est-ce que c'est un système unifié? C'est du fine-tuning, c'est-à-dire chaque formation nécessite un outil spécifique? C'est une très bonne question. Merci. Je peux dire que ça dépend vraiment, encore une fois, des activités. Je vous donne un exemple très précis. Parce que vous savez, juste on a quelqu'un qui nous commente et qui va dans le sens de ce que vous disiez, quelqu'un, les jurys pour les travaux d'art, évidemment, ça s'évalue sur le rendu et le délivrable. C'est pas une IA qui veut dire c'est beau, c'est pas beau, c'est bien réalisé. Donc, on est d'accord avec vous, Marthe Moura, qui nous a écrit 2 fois, il y a 4 minutes et il y a 5 minutes. Complètement aligné. Non, donc ça dépend vraiment des activités qui sont réalisées. Pour vous donner un ordre d'idée, nous, sur le suivi de nos alumni, on a décidé 2 choses pour le suivi de nos étudiants. De faire des enquêtes sociodémographiques dès leur arrivée dans nos établissements et de leur demander, pour respecter les règles RGPD, etc., la possibilité de les utiliser à des fins statistiques pour l'amélioration de nos programmes et compagnie. Et ensuite, on fait une étude longitudinale une fois leur sortie, à 6 mois, 15 mois, 24, 36, 48 et 60 mois pour regarder l'impact de la formation, pour évaluer en tout cas l'impact de la formation sur leur trajectoire professionnelle individuelle. Ça, forcément, ça a été quelque chose qui est centralisé avec des outils qu'on a développés en propre, en se faisant accompagner par Mazar notamment, et dont on dispose aujourd'hui. Et toute la partie data visualisation pour réaliser des analyses, comparer les écoles, les formations les unes avec les autres, les certifications, les territoires et l'impact sur les différents territoires. Tout ça, c'est un seul et même outil qui est fait pour les 120 000 étudiants annuels. Ouais. En revanche, sur certains outils, pareil, on a mis en place, on est en train de développer un système d'information student, etc. Donc, tout ça, on a bien évidemment utilisé un seul système pour l'ensemble du groupe. En revanche, quand on parle de l'adaptation de logiciels, par exemple, l'utilisation de logiciels dans les écoles d'art, va pas, même sur de l'intelligence artificielle, ils vont pas utiliser exactement les mêmes outils qu'on utilisera sur des formations, encore une fois, plutôt business ou en santé, sur des formations d'aides-soignants. Ça va pas être les mêmes outils et là, on est obligé de nous adapter aux besoins des apprenants. J'aimerais d'ailleurs rebondir sur un point qui avait été abordé tout à l'heure, de dire comment on accompagne l'appropriation de ces outils par les apprenants. C'est évident que c'est un sujet, mais je pense qu'on sous-évalue aussi, en tout cas, on n'a pas encore eu le temps d'en parler, mais de l'adaptation de ces outils aussi par le corps professoral et les intervenants. Mais oui, mais les enseignants, ils sont...
C'est vraiment la clé de voûte en fait de nos organisations. Et si eux, ils y arrivent finalement, ils vont être aussi promoteurs auprès des étudiants. Donc ça nécessite pour accompagner une transition qui est quand même complexe, qui appelle à la redéfinition aussi du rôle du formateur, de l'enseignant, du sachant, sa posture, etc. Il y a un vrai accompagnement à faire, une gouvernance qui doit être claire et inclusive, et tout un processus de conduite du changement à la fois méthodologique, on est obligé de s'y appuyer, mais à la fois assez ambitieux dans le delivery et les résultats que l'on peut en attendre. Céline, vous m'en voulez pas si je balance un peu? Vous disiez quand on préparait la table ronde, la communauté craint l'évolution techno, même si la tâche d'évaluation est quand même rébarbative. Donc, c'est vrai que pour rebondir avec ce que disait Julie, il faut accompagner tout le monde, quoi, et qu'on s'approprie les outils. Et les chercheurs chafouins. Et les enseignants-chercheurs qui sont parfois récalcitrants. Mais ils ne sont pas tous récalcitrants, enfin, Céline, rassurez-moi. Non, il y a même beaucoup d'intérêt pour l'IA et pour le numérique. En fait, c'est l'avènement des IA, enfin la généralisation des IA dans le grand public a aussi nourri beaucoup d'ambition, et notamment pour les chercheurs dans toutes les disciplines et pour leur impact sur la pédagogie. Mais c'est vrai que les craintes, elles sont plus un peu éthiques, un peu aussi une perte de repères par rapport aux tâches On va en d'évaluation parler et juste Mmh. après, si vous êtes d'accord. Bien Inès, sûr. dans vos disciplines, finalement, on a l'impression il y a des choses assez faciles à évaluer, hein. La bureautique, c'est quand même des outils. Et puis, il y a parfois une zone plus compliquée. Là, on parlait de rédaction en préparant la table ronde ou des choses peut-être plus complexes. Donc, c'est vrai que l'IA peut être vraiment beaucoup plus efficace sur des trucs très techniques, comme vous proposez. Ah, on vous entend pas. On vous entend pas. J'avais coupé mon micro. Je disais exactement, là, c'est un peu ce que je me disais justement en écoutant l'ensemble des intervenants. Autant sur la partie bureautique, c'est pas mal déployé, autant sur beaucoup, même la majorité des autres matières, c'est pas déployé du tout et on reste très traditionnel. Donc, un intervenant, par exemple, qui va aller faire un cours, je sais pas, en marketing, en management, pour l'instant, on est quand même sur des méthodes traditionnelles à l'ancienne et clairement, l'IA, que ce soit dans l'évaluation ou autre, n'est pas encore déployé partout. Ça commence, il y a un début, et évidemment, c'est plus simple sur des matières telles que la bureautique, l'Excel, data analyse, etc. Mais clairement, c'est pas, voilà, ça ne représente pas du tout la majorité des autres matières, en tout cas. Marc, avant de parler d'un sujet, vous savez, à chaque fois qu'on fait il y a toujours une partie combien ça coûte, hein, vous savez ça, hein, c'est mon côté Julien Courbet. Donc, j'en parlerai tout à l'heure, pas tout de suite, mais juste un point sur ce qui a été dit, et puis peut-être sur l'éthique de ces outils, pour savoir finalement, là, il faut une certaine traçabilité des datas qui sont récupérées, et puis l'hébergement, enfin, toutes ces problématiques-là. Alors, je veux répondre d'abord à 2 points qui ont été soulevés en particulier par Julie. Le premier, c'est que le système, ou d'ailleurs par tout le monde, le système d'évaluation, c'est une brique qui vient se greffer dans le LMS de l'école. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer un deuxième système avec des nouveaux mots de passe, des trucs insupportables pour les élèves. Qu'aujourd'hui, un bon outil d'éval, c'est quelque chose qui s'intègre de façon transparente dans le LMS existant. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un protocole qui s'appelle LTI, qui permet d'intégrer dans un LMS d'autres activités qui viennent d'ailleurs et qui permet au système d'évaluation de s'intégrer facilement dans les LMS existants. Et pour moi, c'est un must-have, comme on dit en bon français. C'est l'interopérabilité. Hein, c'est l'interopérabilité. D'ailleurs, LTI, ça veut dire Learning Tool Interoperability. Voilà. Donc, tout est dans le titre. C'est clair. Le second point, et ça aussi, c'est dit, et ça, c'est un peu plus dur à faire passer comme message, c'est qu'on peut être un très bon enseignant, maîtriser parfaitement sa matière et être relativement incapable de générer des examens automatisés. Alors, autant un prof de philo va savoir faire un bon sujet de disserte de philo, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais dès qu'on commence à descendre sur des activités comme des QCM,
Alors là, c'est très facile de faire des QCM qui sont totalement inefficients, qui ne marchent pas, où on est en train de mesurer l'intelligence du candidat plutôt que sa connaissance du domaine. Alors, c'est très bien de mesurer l'intelligence, mais ce n'est pas ça qu'on cherche à faire dans un examen d'histoire, par exemple. Et où là, il y a vraiment un besoin de formation, et l'IA ne va pas le résoudre, de l'enseignant, en particulier pour les QCM. Comment fabriquer des examens? C'est un métier. Nous, on a des gens chez Isograd qui font ça toute la journée et qui conseillent nos clients, notamment au début, sur comment créer des examens qui fonctionnent. Juste pour rappel, un examen qui fonctionne, c'est un examen qui est robuste et discriminant. Je sais qu'on n'aime pas les choses discriminantes, mais c'est le but d'un examen. Robuste, ça veut dire que 2 personnes qui ont le même niveau vont obtenir le même score, ou que si une personne qui a un niveau donné le repasse plusieurs fois, en général, elle va obtenir le même score. Et discriminant, ça veut dire qu'elle va savoir séparer les candidats qui ont la compétence des candidats qui n'ont pas la compétence. Parce que, par exemple, un examen qui donne 0 à tout le monde, il est très robuste. Parce que 2 personnes qui ont le même niveau, ils ont 0, et puis à chaque fois que vous le passez, vous avez 0. Donc la robustesse est parfaite. Par contre, il n'est absolument pas discriminant. Et de même, on peut faire des examens relativement discriminants, mais qui vont être pas fiables et qui vont pas toujours donner les mêmes résultats. Donc faire un examen robuste et discriminant, c'est un métier, ça s'apprend, et on peut se faire accompagner pour ça. Pour revenir à l'IA, alors, il y a 2 sujets que vous avez évoqués. Il y a le premier, il y a les données. Est-ce qu'on est sensible ou pas, au fait que les questions, les réponses, des élèves vont être analysées par une IA externe? On peut l'être, on peut ne pas l'être. Moi, j'ai pas d'opinion sur le sujet. Par contre, il y a une certitude, c'est qu'il y a des moteurs comme Mistral qui aujourd'hui peuvent être hébergés, localement par le fournisseur d'évaluation, et où on est sûr que la donnée, elle est sur les serveurs Mistral du En système. Europe, Ah en bah, en Europe. plus en Europe, ah bah oui, de toute manière, votre Mistral, vous le mettez où vous voulez, mais surtout, c'est pas le Mistral que tout le monde utilise. Vous avez votre propre Mistral dans votre infrastructure Ah informatique. d'accord, oui. Donc vous êtes sûr que la donnée va pas sortir. Ça, c'est un choix. Mistral a plein d'avantages. D'abord d'être français, donc c'est déjà un très bon point, C'est et un de bon pouvoir point. être hébergé localement. Après, il y a des fonctionnalités qu'il n'a pas, et la question qui se pose si on se met à utiliser d'autres moteurs comme Claude ou comme GPT, c'est est-ce qu'on est gêné ou pas que les données sortent? Ça, c'est le Ben premier. oui, Ben, ou pas, parce qu'elles sont toujours anonymisées. Elles sont d'accord. toujours moi, je veux dire, un système digne de ce nom, il ne va pas dire tel candidat, monsieur Azoulay, il a répondu ça à telle question. Donc on Mmh. saura que quelqu'un a répondu ça à telle question. Donc D'accord. le problème n'est pas dans la donnée personnelle, parce qu'on alors sauf s'il a dit: «Bonjour, je suis Gilbert Azoulay et voilà ce que j'en pense». Mais ça peut s'enlever, au moment où on soumet la réponse. Ça fait partie des demandes, par exemple dans un appel d'offres qu'on vient de voir au Canada, c'est la capacité de vérifier que dans la réponse du candidat, il n'y a rien qui permet de le reconnaître. Parce qu'il y a des examens où on ne veut pas que le correcteur sache qui est le candidat. Donc on va avoir un premier filtre qui là souvent va être une IA, qui va enlever, toute, caractéristique qui pourrait rendre le candidat identifiable. Le second point, pour ce qui est de la notation par l'IA, et après je me tais parce que j'ai trop parlé. Heu, la notation par l'IA, il faut lui laisser, nous, la règle qu'on a chez Isograd, c'est de lui laisser le moins d'autonomie possible. On va pas lui demander, est-ce que c'est une bonne copie? Est-ce que c'est une mauvaise copie? Ça, là, on est dans le n'importe quoi. Par contre, on peut dire: «Voilà une série de bonnes copies, voilà une série de mauvaises copies, et voilà une réponse. Est-ce que tu penses qu'elle est plutôt proche des bonnes copies ou des mauvaises copies?» Donc là, on Mmh. lui demande pas une analyse, intellectuelle du contenu, on lui demande une analyse sémantique. Est-ce que ce qui est raconté là, c'est plutôt proche de ce qui est raconté dans les bonnes copies, ou est-ce que c'est plutôt proche de ce qui est raconté dans les mauvaises copies? Première idée. Et puis après, il y a un humain qui va se faire une opinion. Deuxième idée, et je reparle de cet appel d'offres qu'on vient de voir au Canada, qui est vraiment de très grosse taille, c'est la notion de grille de notation. Tout comme pour des humains, on peut définir sur une question ouverte une grille de notation qui va permettre au correcteur une notation plus objective. Est-ce qu'on a parlé de ci? Est-ce qu'on a parlé de ça? Est-ce qu'on a parlé de ça? On va pouvoir aussi définir pour des IA des grilles de notation et lui dire: «Est-ce que tu peux me faire une pré-notation de la copie?
voilà la grille de notation. Est-ce que tu peux m'identifier dans la réponse du candidat, où est-ce qu'il a parlé de ci, où est-ce qu'il a parlé de ça, où est-ce qu'il a pas ça, où est-ce qu'il n'en a pas parlé? Et ça pré-mâche le travail, ça fait gagner du temps. C'est toujours un humain qui juge. Donc nous, c'est plutôt notre philosophie, c'est-à-dire laisser poser des questions précises à l'IA, lui laisser le moins possible de réflexion. On lui demande des trucs, est-ce que c'est proche de ça, est-ce que c'est proche de ci? Fournir des grilles de notation, et ça va être un grand sujet, je pense, dans les systèmes d'évaluation à venir. Et puis qu'à la fin, ce soit toujours un humain qui décide. J'ai trop Alors, parlé, mais voilà. non, non, mais c'était c'était passionnant, hein, on est au cœur de la machine, si je puis me permettre l'expression. Alors, je vous ai dit que je parlerai de combien ça coûte, parce que Céline, je vous disais tout à l'heure, quand on est à l'échelle d'une université, on adresse, vous disiez 32 000 étudiants. Je ne parle pas de celles qui sont à 60 000, comme à Bordeaux ou à Nanterre. Enfin, on est sur des montants considérables. Est-ce que ça veut dire que les universités, on connaît les problématiques aujourd'hui des universités, hein, je ne vous apprends rien, ça demande de dégager quand même des ressources supplémentaires pour aller sur ça, ou finalement, comme ça permet d'avoir des gains d'efficacité, de productivité, que sais-je, est-ce que c'est finalement plus fluide qu'avec, alors, sur le sujet du coût et de l'investissement? Eh ben, c'est pas facile à trancher en fait. Effectivement, avant de contractualiser avec un acteur extérieur pour externaliser certains services qui sont proportionnels au nombre d'étudiants, on va forcément avoir une étude de ce qu'on peut gagner, de ce qui permet d'apporter un service. Bon, il peut y avoir des choses qui sont plébiscitées par la communauté et à un moment, il faut quand même avoir conscience qu'il faut offrir un service, que sinon, le risque, c'est qu'on va avoir des usagers qui vont aller utiliser leurs propres outils et qui vont peut-être être moins vigilants par rapport à tout ce qu'évoquait Marc auparavant, à savoir la sensibilité des données ou des C'est déjà le données cas entre personnelles. nous, hein. Voilà. Dans la recherche, hein, je peux vous dire qu'il y a des chercheurs, ils ne sont pas très vigilants sur leurs travaux, hein. Ils balancent un peu sur les réseaux. Tout à fait. Du coup, on ne peut pas balayer des solutions uniquement parce qu'elles ont un coût, parce qu'effectivement, il y a une réalité auquel il faut répondre. Mais c'est vrai qu'on va forcément s'orienter vers des solutions où on est capable de les maintenir, on est capable d'avoir une pérennisation dans la durée et pas juste un one-shot sur une enveloppe budgétaire qu'on pourrait avoir pour une année, par exemple. Et puis aussi s'assurer si il y a un réel service rendu aux étudiants et aux enseignants et en bout de course, éventuellement, les coûts que ça pourrait permettre d'économiser au moins en temps et en pénibilité. En temps Mais humain, en ils ne temps sont pas homme, quoi. complètement chiffrables, ces coûts, pas toujours en tout cas. Ouais. Bah, Marthe qui ne nous lâche pas. Merci Martin de participer au débat. L'objectif de l'IA est de gagner du temps en efficacité, mais mettre en place des outils et les programmer, les surveiller, ne viennent-ils pas de nouvelles tâches qui demandent aussi du temps? Alors, je ne sais pas qui va répondre, mais en tout cas, oui, ça demande du temps, peut-être un peu moins de temps que d'évaluer. J'étais en train de répondre, il y a un investissement initial, comme n'importe quelle adoption, dans n'importe quelle, je dirais presque entité, quand on met en place un nouveau process, un nouveau système. D'abord, ça commence par coûter du temps et de l'argent. Et normalement, s'il a été bien choisi, après, ça fait gagner du temps et de l'argent. Ouais. Alors, l'idée, Mais c'est au pas combien début, ça coûte. il y a un investissement, c'est indiscutable. Alors, Marc, j'aime bien cette phrase. C'est pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte à terme. En fait, c'est ça l'idée. Voilà. Julie, même question, et aussi Inès, hein, pour vous, hein, parce que c'est vrai que tout ça demande de l'investissement et déployer, c'est pas anodin, quoi. Ouais, complètement. Moi, je vais peut-être 3 idées comme ça qui me viennent. La première, en effet, le retour sur investissement, en tout cas, il n'est pas immédiat. Et ça, il faut qu'on soit à peu près sûr. Bien. Il y a une équipe, c'est un projet, quoi. Donc, il y a une équipe projet, il y a de l'investissement. Et les premiers résultats, on les voit généralement à minima, selon moi, sur l'exercice prochain, voire dans 2 exercices d'activité complète. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de dire, oui, c'est un peu comme le principe de la destruction créatrice. C'est quasiment, on pourrait quasiment
transposer, c'est de dire oui, il y a des activités qui sont détruites, qui n'existent plus ou en tout cas qui sont automatisées. Et derrière, en effet, on a de nouvelles tâches, de nouvelles missions qui se créent. En revanche, normalement, si on a bien, non pas juste choisi l'outil, mais qu'on l'a bien programmé, qu'on a bien redesigné les process et procédures pour coller, pour que l'outil colle au process qu'on avait déjà initialement et pour qu'on fasse un petit peu évoluer, puisque, comme on disait, il y a des activités qui vont disparaître. Normalement, c'est censé nous faire gagner du temps. Et donc, je vous donne moi un exemple très précis. Quand on a développé notre système d'information, la première brique du système, avant de plugger les offres de formation, c'était la certification et diplôme. Et en fait, des certifications, on développe des programmes de formation ou du diplôme, d'État, titre pro, etc. On développe un programme de formation. Pour mes équipes, ce temps-là, ça a été un temps qui était assez long. C'est-à-dire qu'on a dû ressaisir, on avait déjà des référentiels de certification papier qu'on intégrait à la plateforme de France Compétences, donc il y avait déjà une première saisie. Et là, on a dû ressaisir en plus au grain du critère d'évaluation. Donc au début, nous, ça nous a paru très lourd, sachant qu'on le faisait pour un portefeuille de 60 certifications professionnelles, plus, enregistré au RNCP, plus une quarantaine de diplômes d'État sur lesquels qui étaient déployés ou de certifications appartenant à des certificateurs externes. Donc ça nous a pris énormément de temps. En revanche, ce qu'on voit depuis, c'est qu'il y a tout un tas d'activités ou de questions auxquelles on n'a plus à répondre. Maintenant qu'on peut faire des extractions directes des critères, des compétences, etc., là où avant on nous demandait et on était sursollicité sur ce type de tâches, le gain qu'on a, il est assez important. Le gain sur les contrôles aussi, puisqu'on peut rattacher facilement des formations à des certifications et donc avoir un accès global à l'offre de formation. Quand on veut établir un contrôle, il suffit juste d'aller sur la plateforme et non pas de relancer une école, un directeur pédagogique, un prof pour avoir son syllabi, etc. L'ensemble est centralisé. Donc voilà, ça c'était le deuxième point. Et le troisième, mais qui est très proche, je l'ai déjà un petit peu dit dans mon idée précédente, c'est de dire vraiment, ne pensons pas qu'un outil est parfait et colle parfaitement à nos besoins. Il y a vraiment une période de design de la solution et quel que soit l'outil, ça va demander à un moment une adaptation de nos propres pratiques professionnelles, que ça parfois, moi je l'ai vu chez Galileo sur certains projets qu'on avait où on attendait un peu l'outil miracle qui allait régler 100% des pains. En fait, aujourd'hui, ça demande une adaptation. Attendez, Marc, Inès n'a pas parlé et je passe la parole après. Inès, pareil pour vous, alors investissement évidemment. Non, mais il faut que vous preniez l'habitude de mettre votre micro, Inès. Hein, ça fait 2 fois déjà. Désolée, c'est bon. Alors, je pense, si on se concentre vraiment d'un point de vue économique, on ne peut pas forcément toujours parler d'un point de vue… Enfin, ça ne peut pas toujours être rentable. Là, par exemple, je pensais au fait de recorriger les devoirs de fin d'année, enfin, les rapports d'études des alternants à la fin de l'année. On nous a mis à notre disposition une plateforme pour contrôler l'IA. Bien sûr que là, par exemple, je ne pense pas que ce soit directement rentable. Maintenant, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de retour en arrière, qu'on va avancer dans les prochaines années avec l'IA. Il n'y a pas le choix. Voilà. Et donc, en fait, il faut quand même mettre en place certaines mesures pour garantir le niveau des étudiants à la sortie de l'école. Et donc là, par exemple, dans mon cas, il n'y a pas forcément de rentabilité parce que de toute façon, nous, on continue en fait de corriger les rapports. Maintenant, cet outil, il a vraiment pour but de détecter le pourcentage d'IA qui a été utilisé. Est-ce que l'étudiant a vraiment fait un effort? Et je pense qu'il y a un peu une obligation de la part des écoles d'investir, mais aussi dans une optique de garder le niveau pédagogique, la qualité de compétences acquises post-études. C'est sûr qu'en fait, si on arrive à avoir un diplôme juste en ayant copié-collé un chat GPT, que
tout le monde n'est pas aussi sensibilisé à l'IA. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des personnes qui vont regarder un rapport de fin d'études, qui vont directement percevoir l'IA, et puis il y a d'autres peut-être formateurs un peu moins sensibilisés qui détecteront moins l'IA. Donc, je pense qu'il y a une nécessité d'avoir des plateformes comme ça qui détectent à quel point voilà, l'étudiant s'est investi ou pas, ou est-ce que c'était vraiment que du copier-coller. Dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de rentabilité parce que de toute façon, il y a et le coût du logiciel et le coût du formateur, de l'expert qui va recorriger le rapport de fin d'études. Mais pour moi, là, c'est une obligation. C'est voilà. Bien sûr. De qualité. Et Marc, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais alors vous savez ce qu'on va faire? On va commencer, vous répondez, et on va répondre aux questions après, d'accord? Je voulais parler de l'outil Miracle. Non, clairement, nous, on est toujours surpris. C'est quand même ce marché, parce que c'est un marché des outils d'évaluation, aussi bien pour des entreprises, hein, parce qu'il n'y a pas que des établissements d'enseignement supérieur qui achètent des outils d'évaluation. Il y a des entités nationales, supranationales, des entreprises et des établissements d'enseignement supérieur. Et quand on voit la liste des demandes, des fonctionnalités dans les appels d'offres, on est toujours étonné par de nouvelles demandes. À quel point, alors on se demande toujours s'ils l'ont inventé ou s'ils ont vu quelqu'un qui faisait ça et qu'ils l'ont mis dedans, mais non, il n'y a pas d'outil miracle, parce qu'à chaque fois qu'on en voit passer un, et je ne crois pas qu'on soit les plus mauvais, on découvre toujours des fonctionnalités qu'on n'a pas encore. Donc, l'outil miracle n'existe pas. Et je réponds ensuite à la deuxième question qui a été posée dans le chat. Au-delà des IA, quelle technologie utilisez-vous et recommandez-vous? Alors, d'abord, nous, il y a quelque chose auquel on fait très attention chez Isograd, c'est de regarder si les IA disent la même chose. Donc, notre système est totalement agnostique en termes d'IA, et on peut interroger soit Claude, soit Mistral, soit GPT. Et on a même des fonctionnalités en interne pour vérifier que les trois disent la même chose. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on les interroge bien, elles disent toujours la même chose. Donc, la science du prompt. La science du prompt. La science de la bonne question, oui. La science de la bonne question. Et c'est vraiment quelque chose de très important à regarder. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas que l'IA. Et là, je pense que Céline sera d'accord avec moi. Pour, par exemple, faire des QCM qui fonctionnent et calculer un score à partir d'un QCM, il y a des modèles mathématiques. Il y a l'IRT, l'Item Response Theory, qui permet, c'est ce qui est utilisé par le TOSA, c'est ce qui est utilisé par le TOEIC, qui permet à partir d'un ensemble de réponses de déterminer quel est le niveau de compétence d'un individu. C'est ce qu'on appelle le trait latent. Et ça, c'est pas de l'IA, c'est des maths, c'est des stats, et ça marche parfaitement. Donc, la réponse, c'est faites ce que vous voulez, mais faites de la méthodo. Voilà. Faites ce que vous voulez, ce n'est pas une réponse, hein, Marc. Hein, non, mais en tout cas, utilisez une méthodo. L'évaluation, c'est un truc scientifique quand même. La disserte de philo, peut-être pas, mais l'évaluation automatisée, c'est un truc scientifique, et donc ça demande de la méthodologie. Céline, Julie Inès, la question, quels indicateurs disposez-vous pour estimer le ratio coût-bénéfice? Alors, Céline, vous en avez parlé un peu, mais Julie également, Inès aussi, mais vous suivez quelque chose? Vous avez une sorte de marqueur qui vous aide un peu dans le chemin que vous empruntez? Nous, à l'université, en tout cas, ça va surtout être les étudiants, en fait. C'est le service qu'on va rendre aux étudiants. Parce que si, par exemple, on se fait assister d'une IA pour générer des feedbacks, ou bien assister l'enseignant dans sa capacité à poser une note ou une mesure sur un travail rendu, bien sûr, ça va être un gain d'efficacité sur l'enseignant, et peut-être que si c'est des enseignants-chercheurs, on peut mesurer indirectement la progression sur le temps de recherche, par exemple. La perméabilité des temps pédagogiques qui se reportent sur la recherche, mais surtout aux étudiants, parce que par exemple, faire un feedback de qualité par rapport à une grille d'évaluation, c'est quelque chose qui peut être redondant, fastidieux, et que les enseignants ont sûrement du mal à faire de manière homogène lorsque j'ai une centaine de travaux à corriger avec une grille d'évaluation. J'ai beau m'aider d'une grille, le feedback est peut-être pas de la même qualité sur la copie, le devoir ou le travail numéro 1. Le temps de cerveau disponible diminue quand il y a beaucoup de copies. Alors, du coup, si on peut avoir des feedbacks un peu pré-générés qu'on n'a plus qu'à
qu'à valider ou à améliorer, c'est des petits temps de gagner. Et je pense que là, pour le coup, le service à l'étudiant est beaucoup plus important parce que le Ouais, et puis feedback, il rapide. sera… Oui, Rapide. et puis il sera là, en fait. La conséquence, quand on n'a pas le temps, c'est que le feedback, on le fait pas, en fait. On le fait très peu. Donc forcément, c'est un plus. Julie, Inès. Alors moi, je vais essayer de répondre rapidement sur le chat. Ah, bah, je t'en prie, Inès. Non, vas-y. J'ai essayé de répondre rapidement sur le chat, mais en effet, nous, ce qu'on va regarder, c'est la question du jour homme par tâche et d'à quel point cette tâche est jouée finalement tout au long de l'année. Est-ce que c'est quelque chose de très ponctuel ou est-ce que c'est du tout venant qui doit être répété à l'infini et sur une école ou sur nos 65? Donc ça va être le premier point. Le deuxième qu'on va beaucoup regarder, c'est le taux et la nature des erreurs identifiées. Quand il y a des non-conformités ou quand on identifie des erreurs, c'est combien ça coûte. Est-ce qu'on a dû prendre un prestat à côté? Est-ce que j'ai une personne qui n'a pas fait ses missions pour contrôler, rectifier, etc. Et donc, c'est d'identifier un peu ou d'essayer d'évaluer ces coûts cachés. Et le troisième gros indicateur, c'est les retours de satisfaction slash réclamation, parce qu'il y a forcément les deux, et qui viennent de la part des étudiants et de la part des collaborateurs. Parce que là, on a vraiment parlé de tout ce qui est en frontal aux étudiants et ceux, ou apprenants en tout cas, auxquels ils bénéficient directement. Mais parfois, les tâches très administratives en back-office qu'ils ne voient pas, comme la validation des absences ou des présences, des retards, le fait d'envoyer ses grilles à son employeur quand il est en alternance, etc. En fait, tout ce temps-là, si on arrive à l'industrialiser, c'est du temps, non pas nous pour la recherche dans le cadre d'équipes SCOL, mais c'est du temps d'accompagnement et de réponse à des problématiques étudiants. Donc voilà un petit peu quelques-uns des KPI ou des indicateurs qui nous permettent de décider ou d'arbitrer en tout cas ou pas sur des projets à lancer. Inès. Honnêtement, de notre côté, très similaire, pas grand-chose à ajouter, avec un vrai focus sur la qualité et l'impact, parce que comme je dis, c'est pas forcément… Là, on est vraiment au début et c'est pas toujours simple de mesurer les coûts, sachant qu'en fait, il y a plein d'impacts très positifs que ça peut générer, même si, a priori, c'est pas tout de suite rentable. Donc, c'est similaire. Sabrina nous dit, on rêve tous de l'outil miracle, mais il n'y en a pas, hein, de toute façon. Hein. Il y a des outils excellents, mais il y a, voilà. Alors, au-delà des IA, quelle technologie utilisez-vous ou recommandez-vous? J'ai envie de dire, on va commencer par TOSA, et puis les techno-isocrates, après, il y en a d'autres, hein, j'imagine, Marc. Non, mais c'est pour ça que j'ai parlé d'IRT, en fait. C'était à cette réponse-là que je disais, il n'y a pas que l'IA pour faire des méthodos qui fonctionnent. Il y a des modèles, il y a de l'IRT. En tout cas, nous, on croit beaucoup dans l'IRT. Donc ça, c'était le point. Et j'en profite pour répondre à la dernière question, IA symbolique ou statistique. Alors, c'est marrant parce que il y a 1 an, quand on parlait d'IA et de correction d'essais et de réponses ouvertes, là, c'est un peu technique, je veux dire, on parlait d'embeddings. Donc, l'embeddings, c'est une vectorisation d'un contenu. On transforme ça en une série de chiffres et puis après, on peut faire plein d'opérations sur ces séries de chiffres, les comparer, etc. Et on pensait que c'était l'avenir. Et puis, les LLM ont tellement progressé qu'aujourd'hui, pour ces tâches-là, on fait du LLM. Mais par contre, ce dont on n'a pas parlé, c'est des agents. Alors, j'ai bien aimé parce que Anthropic, qui est la boîte qui édite Claude, a sorti un podcast la semaine dernière pour dire ce qu'ils pensaient qu'était un agent. Donc, ils ont donné une définition. Parce que tout le monde parle d'agent. Qu'est-ce que c'est un agent? Ils ont dit un agent, c'est une IA qui va accomplir une série d'opérations et qui va déterminer d'elle-même comment elle s'arrête. C'est-à-dire que vous avez le cas classique, je fais un prompt, j'ai une réponse, je fais un deuxième prompt, j'ai une réponse, troisième prompt, j'ai une réponse. Ça, c'est pas un agent. Un agent, on va lui donner un certain nombre d'outils, de fonctions, de choses qu'il peut faire, on va lui poser une question. Il va enchaîner les actions, au bout d'un moment, il va conclure. On peut penser qu'un jour ou l'autre, on aura des agents de notation. Voilà. J'en connais pas. Alors, il y a déjà des agences de notation pour la France. Exactement, mais là, ce sera des agents de notation, c'est pas tout à fait pareil.
il faut bien comprendre ce qu'on va lui donner comme ressources pour qu'il puisse travailler, mais on peut imaginer qu'un agent de notation, il va à la fois, aller regarder si, l'élève a triché, comment il a triché, peut-être aller étudier un bouquin du prof. Moi, bon, à la fin, on finira avec des agents de notation, mais pour moi, on n'en est pas encore tout à fait là. Ouais. J'espère que j'ai répondu à la question de Florence. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais de toute façon, une dernière question pour un tour de table. Et je reboucle avec ma première question originaire, enfin, quand j'ai commencé avec Marc. Hein. Dans tout ce qu'on dit, l'enseignant reste au cœur du dispositif et son métier change en réalité, puisque d'ailleurs, on avait parlé de classe inversée au début. Vous vous souvenez, le prof devenait coach et il traitait du cours. Maintenant, les examens se font, donc il y a une autre approche. Hein, et c'est vrai que cette conduite du changement est essentielle, Céline. Le métier change et la formation de nos apprenants change. C'est-à-dire qu'en gros, comme les métiers, une grande partie des métiers évoluent grâce ou à cause de l'IA, je ne sais pas trop comment me positionner, bah forcément, l'approche pédagogique qu'on est obligé de mettre en place dans toutes les disciplines va se faire au prisme de ces évolutions des métiers. Donc, on forme peut-être plus un traducteur de langue aujourd'hui comme il y a 5 ans, par exemple. Les Céline, questions se posent. Vous ne nous avez pas tout dit, parce que moi, quand je reprends mes notes et qu'on a préparé il y a quelques temps, vous étiez appelé à changer de fonction et une nomination devait arriver. Vous ne m'avez rien dit. Est-ce qu'on peut le dire aujourd'hui? Bah oui, dites-le. Ah ben non, je ne sais pas, vous n'avez pas voulu me le dire. Je pensais que je suis vice-présidente en stratégie au numérique et à l'IA. À l'université. Oui. Ben, nos félicitations. Hein, merci, c'est gentil. Voilà. Ben non, mais parce qu'on va l'afficher évidemment sur nos médias, hein, parce qu'on va en profiter. Ben voilà, comme ça, on peut célébrer aussi quelque chose. Julie, Inès, aussi un petit mot. Je ne sais plus quelle était ma question d'ailleurs, avant de conclure avant Marc. Est-ce que l'enseignant reste au centre? Voilà, c'est l'enseignant qui change tout. Voilà, il n'y a plus rien à voir. Julie. Oui, l'enseignant, comme on le dit en fil rouge, je pense, de l'ensemble de nos interventions, l'enseignant reste au centre. L'enseignant, on doit en effet pouvoir l'accompagner, l'aider aussi dans l'appropriation de son nouveau rôle et de son nouveau positionnement, qui n'est pas facile, de pouvoir aussi appréhender ces changements signifient pour mieux, pour avoir ce que j'appelle moi la démarche empathique et bienveillante. Donc oui, il n'y a pas de complaisance. Et on sait qu'on doit y aller, on est en marche, on accompagne ça, mais en même temps de comprendre que c'est quand même un changement de paradigme assez important et qu'il faut laisser personne de côté. Et le laisser personne de côté, ça va nécessiter aussi dans l'accompagnement, des accompagnements parfois un peu plus individualisés pour répondre aux différentes problématiques rencontrées par cette population qui est très hétérogène. Ah bah oui. Inès, un petit mot de la fin. Oui, petit mot de la fin. Alors, j'ai le micro, oui. La fin du webinaire en même temps, il était temps. Hein. Non, c'est un sujet qui n'est pas évident dans le sens où c'est ce que je dis, il n'y aura plus de retour en arrière et je pense qu'il y aura encore même de nouvelles étapes. Donc, je pense que là, ce qu'on dit maintenant, ce ne sera même pas forcément encore très juste par rapport à toutes les infos qu'on va avoir encore dans 5 ans, etc. Ça va ne pas cesser de se métamorphoser. Le secteur, je pense, de l'éducation, maintenant qu'il est très impacté par l'IA. Moi-même, quand j'ai fait des interventions, j'étais parfois très surprise par le niveau qu'en fait, très naturellement, les étudiants avaient acquis grâce à l'IA. Donc, typiquement, je vous dis, nous, la spécialité, ça peut être la bureautique. Donc, les cours de PowerPoint sont totalement revisités. Voilà. Ils nous sortent maintenant des PowerPoint faits par Predi, Gamma en 2 secondes. Donc, forcément, un intervenant un peu traditionnaliste, il peut être vite pris de court. Donc, forcément qu'il y a un impact sur le cours qui peut être revisité. Et je pense après même par rapport aux objectifs, je pense que maintenant, il va falloir former les étudiants pour qu'ils soient plus un peu comme des managers d'IA et qu'on leur apprenne à avoir plus un regard plus qui va relire une IA, l'esprit critique. Je pense qu'en fait, dans les prochaines années, la formation, les formateurs, ils vont devoir adapter leurs cours pour qu'en fait, leurs étudiants dans le monde professionnel soient capables d'avoir un réel esprit critique et que les petites tâches, en fait, seront réalisées de plus en plus par des IA. Et voilà. Bon, Marc, on a dit beaucoup de choses hein, quand même. Hein. C'est
C'est fou, hein. Moi, j'avais une prof de marketing qui a découvert ChatGPT payant et qui m'a dit « Oh là là, j'ai mis mon cours, il m'a sorti un QCM pour une évaluation en quelques minutes et avec les séquences de progression, avec la manière de noter et tout ça. Qu'est-ce que j'ai gagné comme temps ?» Eh bien, voilà, c'était une façon. Alors, il y a des matières qui sont peut-être plus faciles, hein, je ne sais pas, mais on voit bien que ça bouge, ça fait bouger les lignes et le métier évolue. Marc, on a dit beaucoup de choses, hein, je crois, et c'était passionnant. On a dit beaucoup de choses et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que, OK, elle a son QCM, mais ensuite, il faut le faire passer aux élèves. Donc, oui. il va bien falloir le mettre sur une plateforme, surveiller qu'il ne triche pas, le noter, recevoir un rapport, etc. Et c'est là que vous intervenez. Et c'est là qu'on intervient. Et je crois qu'aujourd'hui, les établissements d'enseignement supérieur ont tous intégré la nécessité d'un LMS. Aujourd'hui, on fournit à ses élèves un LMS pour qu'ils puissent suivre les cours, progresser, s'entraîner. Et je crois qu'il est en train de rentrer dans les esprits qu'à côté du LMS, la question du système d'évaluation, aussi bien pour les examens pendant l'année que pour les admissions, c'est quelque chose d'aussi indispensable que le LMS. Et avec une caractéristique, c'est que ça doit s'intégrer dans le LMS. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité, je crois, pour les établissements d'enseignement supérieur. Bon, ça tombe bien, on a passé un peu plus d'une heure ensemble. Ça aurait été embêtant de faire un sujet rébarbatif pour notre audience. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui ont assisté à ce webinaire passionnant. Inès disait, ce qu'on dit est déjà désuet au moment où on va clôturer ce webinaire, alors peut-être pas dans 1 heure, mais dans 6 mois, il faudra refaire aussi, je pense, un webinaire pour expliquer les nouveaux outils et les nouvelles fonctionnalités, parce que quand je pense qu'on en est, je crois, à la 5e ou 6e version de ChatGPT, alors qu'on a découvert en novembre 2023, si mes souvenirs sont bons, donc ça veut dire qu'on n'a pas fini. J'ai même découvert qu'il y avait une offre à $20 payante et une offre à $200 pour ChatGPT. Alors, je ne sais pas ce que fait cette offre à $200. Elle doit faire un peu plus que simplement recracher du contenu. Mais voilà, quoi, je ne l'ai pas encore testé. Bon, voilà, c'était les pensées du jour. Pardonnez-moi. Merci Céline, merci Julie, merci Inès, merci Marc. À très bientôt. Et vous retrouverez évidemment tout ça en replay sur Campus Matin. Et une synthèse, évidemment. Merci, à bientôt. Et très bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.